Ravi de vous retrouver, chers auditeurs et spectateurs. Vous êtes bien sur la chaîne de Vérité à venir, en espérant que ce soit là que vous souhaitiez atterrir. Si tel est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager, je serai reconnaissant pour votre gratitude. Les revues d'actualité, c'est un format que j'avais délaissé, mais là, au vu des drames, je reprends. La 8e émission, c'est aujourd'hui, en ce 1er mai, où je vais vous partager mes opinions, mais aussi la couverture intégrale des faits. Pas comme l'exercent les médias en isolant ce qu'ils appellent les faits divers. Pour comprendre, on doit aborder la montée de la violence. Vous l'avez certainement observé, ces parents qui sont démissionnaires, qui ne répondent plus à leur rôle, celui de donner à leurs gamins les cartes en main pour discerner le bien du mal. À la place, ils les laissent traîner comme ça avec les racailles, dans le côté ghetto des zones de non-droit, où ils en profitent. Parce que dans ces réseaux-là structurés, les adultes, ceux qu'ils appellent les grands frères, sont bien en place. Et profitent du laxisme judiciaire, de cette justice que nous, on pourrait voir comme étant dans une sorte de faillite, mais qui exerce exprès le relâchement, le laxisme. Voilà pourquoi des gamins se retrouvent aujourd'hui à fumer de plus en plus jeunes, à être impliqués dans des cambriolages ou encore dans des violences gratuites. Et de l'autre, on a des parents trop pouponnières, au collège, au lycée, qui ont inséré les graines de la peur et de la terreur dans la tête de leurs mômes, qui veulent trop les couvrir. L'image de gauche est parlante, hein. Couvre-toi bien. Et on voit l'équipement d'un CRS appliqué sur le gamin, trop protégé par ses parents, qui, au moindre conflit, n'osera pas user d'une violence légitime, comme dans les arts martiaux, juste se défendre. Non pas aller agresser, mais au moins pouvoir répondre. Et le problème, c'est ça, c'est qu'on a une génération ultra violente d'un côté, sans morale, et de l'autre, une trop fragile qui, pareil, perd de la morale. Et il va falloir retrouver le juste équilibre. Comme je vous le disais, la colère ou la violence peut être légitime tant qu'elle agit sur la défense et qu'elle ne va pas faire de l'oppression sur l'autre. Il y a des normes. Et aujourd'hui, le code de la rue, comme ils l'appellent, n'existe plus. Ils vont, ce qu'ils appellent charcler, c'est-à-dire donner des coups de couteau à n'importe qui. Ils vont aller voler les petites grand-mères. Il y a un drame. Et tous les jours, on a des meurtres. On a des gens qui sont roués de coups. On pense à Lola qui a été carrément tuée lors d'un massacre rituel. On pense aujourd'hui à Philippe, qu'il repose en paix, à Matisse, mais à bien d'autres encore, à Océane, et tous ceux qui n'ont pas été couverts médiatiquement parce que le gauchisme est présent. Mais il ne faut pas stigmatiser ces immigrés venus tuer sur notre territoire. Voilà ce qu'a dit un des proches de Philippe, je cite. « Il faut que les coupables paient. » Philippe, c'est un jeune qui a été roué de coups et tué à Grande-Synthe tout récemment. Vous avez son visage à gauche. Et le plus grave, c'est que ceux qui l'ont tué se sont aperçus qu'ils se sont déjà trompés de personne. Ils voulaient piéger quelqu'un sur ce qu'ils appellent Coco, un site de rencontre pour certains pédocriminels. Le problème, c'est que ce Philippe, ce n'était pas le profil recherché. Lui, il était au téléphone avec son ami quand eux pensaient l'avoir contacté. Deuxièmement, si c'était un pédocriminel, là je ne parle pas de lui, mais d'un autre cas et d'un autre gars qu'ils auraient dû trouver, est-ce que ça mérite pour autant la mort ? Je ne pense pas. Qu'ils se prennent une correction, oui. Que, comme certains groupes le font sur Internet, vous avez vu les activistes qui se mobilisent et qui vont aller racketter ces pédocriminels. Ok, mais pourquoi ils ne les remettent jamais aux mains de la justice ? Même si celle-ci est défaillante, je vous l'accorde, et bien trop gentille avec ces criminels. Mais pourquoi ils ne les affichent pas même sur les réseaux sociaux ? Derrière, c'est leur intérêt. Et aujourd'hui, c'est trop facile. Dans ces cas-là, ils se présentent dans la rue, ils attaquent quelqu'un, ils disent que c'est un pédocriminel et tout le monde prend parti pour ceux qui vont commettre le crime. Non, il faut des enquêtes, il faut des preuves. Exposer les choses. Or, à preuve du contraire pour le moment, ce Philippe était innocent, a été sali, a été tué, et en plus, ses proches et les autres expliquent que ce n'était pas lui. Plus grave encore, puisque celui qui était censé être sur le lieu s'est lui-même rendu à la police. Et ce jeune Philippe a été insulté sur les réseaux sociaux, a été méprisé. Les gens se sont carrément moqués. Il dit c'est pas grave, bien fait pour lui. Regardez ça, encore sous le choc, les proches de Philippe attendent des réponses sur les circonstances de sa mort. La voix tremblante,
Yanis se souvient encore de chaque seconde. Lundi soir, son ami Philippe l'appelle au téléphone et lui assure être suivi dans la rue alors qu'il est en train de rentrer chez lui à pied. Je cite. Il se plaint de sifflements de la part d'un groupe de jeunes. J'entends finalement un jeune dire « Va derrière lui pour l'empêcher de s'enfuir », raconte-t-il à RMC. C'est à ce moment-là que ses agresseurs le rouent de coups. De longues minutes pendant lesquelles Yanis s'entend impuissant, son ami agonisé à l'autre bout du fil. Je cite. J'entends un cri de douleur, puis plus rien de sa part. Juste le bruit des coups et les insultes de la part des jeunes. J'ai paniqué. J'ai appelé tout ce que je pouvais, les secours et les proches, ajoute son ami. Abandonné sur un parking, le visage tuméfié, complètement défiguré, Philippe est mort le lendemain à l'hôpital. Et vous voulez savoir un autre élément ? C'est que ses parents, quand ils sont rendus sur place, ils ne pensaient pas qu'il allait décéder. Ils l'ont vu mal au poing, plus de dents, tellement qu'il a été massacré. La puissance des coups, pour vous dire. Ils sont mobilisés, ils ont commencé à essayer de trouver un moyen de rassembler de l'argent pour lui refaire une dentition. Parce que ça coûte extrêmement cher. Et cette information, pour moi, est percutante. Pourquoi ? Dans d'autres affaires, qui ne sont pas autant médiatisées, où il n'y a pas forcément de mort derrière, des gamins ou des adultes se font des fois massacrer gratuitement, pour un regard ou une cigarette pas donnée, ou rien même carrément. Et ils en perdent des dents. Sauf qu'ils ne sont pas médiatisés. Et derrière, ils n'ont pas l'argent pour se refaire. Et vous savez, l'estime pour soi qu'on peut perdre quand déjà on a un problème de dents ou même on vient en perdre une. Alors imaginez sur toute une dentition. La perte d'estime. La peur de se refaire agresser derrière, pour ceux qui sont encore en vie. L'injustice qu'ils observent quand les branleurs, les racailles, les criminels qui leur font ça sont encore dans leur ville à se balader et ont juste eu un rappel à la loi et pourquoi pas une petite amende de 200 €. L'heure est grave. C'est incompréhensible dans cette France qu'on puisse laisser autant de crimes tous les jours impunis et d'entendre les mouvements gauchistes nous dire surtout pas d'amalgame, pas d'amalgame. Alors que c'est ces mêmes gauchistes qui rendent la justice trop bienveillante envers ces gens. Offrons-leur encore une chance, ils peuvent se réintégrer. C'est qu'une erreur de parcours, une erreur de jeunesse, mais l'autre qui a été massacré, l'autre qui est mort, ses proches, toute sa famille détruite par ses deuils, on en fait quoi ? C'est qu'une erreur de parcours, véritablement. Une agression incompréhensible, gratuite et inhumaine dénonce son grand frère Kelvin. Je cite. Il n'avait d'embrouille avec personne. C'était quelqu'un d'aimé, souriant. Il était animateur dans les centres, aimé de tous les jeunes. C'est une agression lâche. Il faut que les coupables paient. Fin de citation. C'est pas l'ange Naël qui a un casier un casier long comme le bras. On n'est pas sur les anges des cités qui nous présentent et qui en fait ont quelque part comme les anges de la télé-réalité. Ils ne sont que déchus et ont déçu. Vous voyez, souillés de toutes parts. Là, on est vraiment sur des profils comme Philippe, comme Lola, des vrais anges. Qui étrangement, eux ne sont pas repris par les habitants de quartier ou encore par ces artistes, stars, gauchistes, du cinéma, de la musique, peu importe, ou même du sport. Et un drame en efface un autre. Et comme je vous l'ai expliqué, bon nombre ne sont même pas couverts médiatiquement. Ils passent à la trappe. Et là, encore l'ultra-violence chez les jeunes. Un adolescent de 15 ans a été mis en examen lundi soir pour meurtre et écroué, 2 jours après le mort, à l'arme blanche. Donc après la mort plutôt, du jeune Mathis samedi à Châteauroux. La mère du suspect, âgée de 37 ans, a quant à elle été mise en examen pour violence volontaire sur personne vulnérable. Vous savez ce qu'a fait cette truie ? Elle s'est rendue sur le site, son enfant en train de poignarder l'autre gamin, elle a trouvé le moyen d'écarter son môme et d'aller gifler celui qui est en train de décéder. Soi-disant pour le ramener à la vie. Oui, bien sûr, elle l'a giflé. La honte, on voit très bien en plus ces profils qui se mélangent dans leur propre famille, mariés cousins, cousines, comme ça se pratique dans leur tradition. Regardez la suite. De nationalité afghane et en situation régulière sur le territoire national, elle est suspectée d'avoir giflé l'adolescent de 16 ans qui venait d'être poignardé par son fils de 15 ans, a indiqué la procureure de la République de Bourges. À nouveau, ils ont tenté de salir le môme. Alors, le Philippe, ils ont tenté de le salir en disant c'est un pédo. Lui, ils ont tenté de le salir en disant c'est un raciste. On rappellera également l'affaire de Thomas, qui a été poignardé. Et ses collègues, pareil.
en disant non, c'était des racistes, ils nous ont refusé. Toujours la même chose de la part de ces criminels étrangers. Je vous l'ai déjà expliqué, ils ne peuvent pas résider avec nous. Ils ne peuvent pas s'acclimater avec notre civilisation. Ce sont des sauvages. Et d'ailleurs, on va en reparler après. Alors quand on fait le tour des réseaux, rapidement, on se voit que ce criminel, c'est pas un gentil, quoi. C'est quelqu'un qui a déjà un casier judiciaire, qui casse les couilles à bon nombre de personnes. C'est des propos en mode Wallah, j'ai trop la haine. Le profil inquiétant du mineur afghan suspecté du meurtre de Matisse à Châteauroux. Alors quand on parle des Wallah Wallah, nous on se fait menacer. Ouais, t'es islamophobe, t'es si. Par contre, c'est Wallah Wallah qui pullulent dans tous les quartiers, à faire des mauvaises actions avec ce qu'ils appellent une parole sainte. Eux, ils ne sont pas redressés, ni menacés par ce qu'ils appellent les grands frères, ces imams 2.0 ou ce que l'on voudrait. Sur les réseaux sociaux, ce mineur de 15 ans s'est même filmé avec un couteau et affiche son hostilité envers la police. Et là, on voit que ça ne tenait pas la route. Parce que même ceux qui étaient présents ont expliqué qu'il n'y en a jamais eu de propos racistes. Il m'a dit que j'étais Ben Laden ou je ne sais quoi. Et même si ça avait été prononcé. Des mots méritent la mort, je ne le crois pas un seul instant. Toujours à vouloir excuser l'inacceptable. Regardez ça. Matisse, le parquet a communiqué hier soir et évoque des insultes réciproques mais aucune insulte raciste proférée par Matisse. Au contraire de ce qui a été affirmé toute la journée auprès de BFM TV. Ou BFM TV, Maxime Brandastater est allé chercher cette info, c'est grave. Où est-il allé chercher l'info? Selon les deux amis de Matisse présents au moment du drame, à aucun moment Matisse n'a proféré d'insultes racistes. Et pour les amis du jeune homme, cette thèse n'a aucun sens. Et on a également le Média pour tous, de Vincent Lapierre, il me semble, qui s'est rendu sur place, qui a interrogé même les amis connaissances de ce criminel à gauche. Et il n'y a pas eu de propos racistes. Et même si c'était le cas, ça ne mérite pas la mort. Regardez ce visage. Jeune, pareil, ça c'est des anges. Son père, malheureusement, s'est laissé absorber dans le gauchisme, le socialisme, ou dans ces moments de détresse, peut-être que les psychologues qui sont mis en place avec les psychiatres leur broient le cerveau pour leur faire dire surtout pas de récupération. Vous n'aurez pas ma colère, vous n'aurez pas ma haine, comme c'est toujours dit. Il y a un moment, il va falloir que ça change. Le grand nettoyage doit se faire entendre. Christophe M. s'est d'abord dit touché par les marques de soutien. Je cite, « Cela nous montre que beaucoup de gens nous soutiennent et aimaient Matisse. » Puis, le papa de Matisse a tenu à calmer l'embrasement autour de l'affaire. Je cite, « Faites attention à tous les bords, de droite ou d'ailleurs, qui s'approprient ce genre de choses. On va faire les choses en mémoire de notre fils, qui était un vrai gentil. Donc on va rester dans la gentillesse, et puis ne pas partir dans la haine ni la violence. » Confie-t-il, et d'insister, je cite, « Pour Matou, qui est un vrai gentil, soyez pareil. » Alléluia, parce que c'est aussi une parole christique quelque part, le pardon. C'est-à-dire d'un côté ça fait mal, parce qu'on se dit comment un père de famille, dévasté par ce drame, peut-il ne pas appeler à la violence, rester calme. Et de l'autre, on se dit en même temps, il puise une très grande force, il est certainement inspiré de Dieu, comme son fils qui était un ange, loin des racailles qui nous proviennent de divers horizons, et qui n'ont pas notre civilisation chrétienne. Alors, je tiens à vous rappeler la psychologie du socialisme dénoncée par Gustave Le Bon, dans les folies des dépenses publiques, des mauvaises gestions en tout genre, dans leur mise en pratique de s'immiscer, vous savez, dans toutes les affaires jusqu'au domaine du privé, sans jamais régler les vrais problèmes de société. Et moi, ce que je trouve grave, c'est cette partie-là aussi. De ces gauchistes qui veulent faire culpabiliser les parents et les victimes. Alors d'un côté, l'autre, ça serait soi-disant un pédocriminel. De l'autre, la fête de Thomas, c'est parce qu'ils étaient trop refermés entre Français, ils n'acceptaient pas les autres, les envahisseurs. Là, pour cette affaire, c'est pareil, faire culpabiliser en disant surtout, il ne faut pas que ce soit récupéré à droite. Toujours. Quand la volonté de culpabiliser se mêle à la volonté de faire peur, c'est signe de manipulation. Enfin, à qui veut voir la réalité de la situation? Le grand remplacement de Renaud Camus. Je ne peux pas en dire plus puisque nous sommes sur YouTube, mais je vais me faire une deuxième émission sur le sujet. De 4 heures, 5 heures, peu importe. Je vais tout traiter. On va également prendre son livre avec certains passages, puisque ça correspond à la réalité. Regardez ça. De 2012 à 2021, crimes et délits, évolution du taux de coups et blessures volontaires pour 100 000 habitants, plus 47% pour la France.
peut-on faire un lien avec l'immigration? Certains vont dire non, on ne peut pas. Ok. Alors déjà, je vous rappelle, en France, sur les quasiment, maintenant on doit être aux alentours de 70 millions d'habitants, on a 7,5 millions de descendants d'immigrés qui vivent en France hors Mayotte et on a leurs ascendants. Donc ils représentent à eux à peu près 20 millions, 20 millions de Français. Donc ce qui représente, à dire, un bon quart, un peu plus du quart de, de Français. Et dans les chiffres, qu'observe-t-on? Nombre de personnes mises en cause pour coups et blessures volontaires sur personnes de 15 ans ou plus élucidé en 2022 par sexe, âge, nationalité et contexte familial. Comme en France, il est interdit de faire des statistiques ethniques, quand vous voyez français, vous pouvez y inclure aussi ces sauvages qui ont pris notre nationalité. Et dedans, on voit que en 2022, on a eu au total 245 729 affaires de coups et blessures qui ont été élucidées. Dedans, les Africains représentent 26 693 affaires de coups et blessures volontaires. Dans les Français, 203 620 affaires, il faudrait établir des statistiques ethniques. Mais étrangement, que ce soit les socialistes ou bien ces Français d'origine diverse, lorsque vous leur dites que leur communauté est responsable de la plupart de ces crimes et de bien d'autres encore ensauvagement de la société, ils disent non, c'est faux, t'es un fasciste, t'es un raciste, un islamophobe, tout ce que tu veux. Déjà, la plupart du temps, on ne cite pas en plus la religion, on parle plutôt de communautés liées à l'ethnie. S'ils sont si sûrs que ça, que c'est des chances pour la France, pourquoi ne pas vouloir donner suite aux statistiques ethniques? Il suffit seulement de regarder la plupart des témoignages, ou également de se rendre dans les prisons. Et vous verrez très bien que dans les Français, si on y ajoutait les statistiques ethniques, la part des Africains liés à toutes ces affaires de coups et blessures volontaires passerait non pas de 11% comme c'est le cas à 20, mais passerait de 11 à plus de 80% des affaires. Et dans les trafics de stupes, pareil, ils ont gangréné notre France. Même s'il y a une élite qui nous pourrit la vie également, qui fait des délits d'initiés, qui détourne de l'argent, qui a fait un laxisme judiciaire pour derrière faire plus de rentabilité, puisqu'il y a des avocats qui prennent pareil des milliers à chaque affaire pour les défendre par les frais, nous-mêmes, de nos contributions à l'État. De ce budget en tout cas, mal réparti au passage. Regardez ça. Coups et blessures volontaires, en France, l'explosion des violences observées dans les stades françaises est unique en Europe. 12 infographies exclusives à ne pas manquer issues des données policières françaises et européennes. Et certains n'apprécient pas ce que fait Mark Vanguard. Te disent que si on compare avec ce qui se passe aux États-Unis ou je ne sais quoi, arrête. J'en ai un en tête. Arrête de te leurrer. Il n'y a que toi que tu trompes. Il n'y a que toi, tu sais très bien que dans le quartier où tu résides, partout où tu peux te balader en France, ceux qui foutent le bordel, les gangrènes, les moins que rien comme on pourrait le dire, ces gens qui ont un quotient intellectuel très faible, oui, je le dis publiquement haut et fort, qui ne sont pas compatibles avec notre civilisation, sont issus d'Afrique. Et au passage, tout se prouve même dans la descendance. Je ne dis pas que ça se transmet par les gènes, loin de moi, mais regardez ça. Alors que la France connaît un effondrement historique dans le rapport PISA, dans le niveau scolaire, le lien entre immigration et crise de l'école n'est jamais interrogé, remarque l'essayiste et enseignant Joachim Le Floch Imad, qui montre, chiffres à l'appui, combien ce phénomène aggrave les difficultés de l'éducation nationale. Alors à ceci, on aura toujours le côté de ces socialistes déclarant que s'ils ont un faible niveau scolaire, c'est dû à leur environnement qui s'est dégradé, à leur pauvre moyen, si je puis dire, au manque de richesse, d'investissement dans les quartiers, ce qui est un mensonge. Les bibliothèques sont accessibles à tous, les investissements ont été par millions, les infrastructures de divertissement ont également par millions, et bien d'autres choses encore qui ont été mises. Les soutiens scolaires, les associations n'existent pas en campagne quand elles sont présentes en ville et plus précisément dans les cités. Arrêtez de tromper les gens. Vous êtes coupable de ce crime. Et le plus grave, c'est que même l'ONU, Organisation des Nations Unies, s'y met. La thèse du grand remplacement a directement incité à la violence. Bon, j'aimerais bien savoir, en dehors de 3-4 affaires très dramatiques de criminels isolés,
ou elle fait des victimes tous les jours, par exemple en France, en Espagne, en Italie, où vous voulez. L'immigration, elle, est cause de tant de désespoir, d'ultra-violence, de crimes. Les gens qui dénoncent, par contre, ceci, ne sont pas responsables. Et ce qui est le plus drôle, c'est quand on voit Mediapart qui titre, par exemple, ceux qui ont banalisé l'idée folle du grand remplacement. De Renaud Camus à Éric Zemmour, en passant par les deux Michel, Onfray et Houellebecq, l'écrivain Alain Roy démontre les discours qui ont banalisé un imaginaire décliniste et islamophobe. Il montre leur absence de cohérence interne et la dangerosité de leur implication. Je vous rappelle, Alain Roy, c'est le livre que j'avais lu sur l'islam, où il disait que on ne pouvait pas tous les catégoriser d'extrémistes, sinon ça serait être islamophobe. Et en dessous, je mets quoi? Pour faire le parallèle, Jean-Luc Mélenchon. On contrebalance la chose là. 50% de la population française sera métissée en 2050. Et aujourd'hui, même des politiques en dehors de LFI te déclarent qu'il y a un déclin démographique en Europe et que derrière, il faut faire appel à de la main-d'œuvre étrangère et à une repopulation de notre territoire par l'importation de ces familles qui viendront à se reproduire, plus toute la propagande du métissage. Qui se trompe? On l'a très bien vu, on l'observe tous les jours. Regardez les classes d'école il y a 50 ans, 60 ans et aujourd'hui. Les profils ne sont pas du tout les mêmes. Baladez-vous dans les villes et vous verrez il y a de moins en moins de blancs, alors que de base, le peuple européen est majoritairement blanc. Qu'il y ait des Noirs, des Arabes, des Chinois ou autres, peu importe. Ce n'est pas un problème. Des Subsahariens plus précisément, des Africains du Nord ou encore des Moyen-Orientaux. Ils sont les bienvenus, mais en proportion limitée. Là est le problème. Vous savez, c'est comme tout en fait. C'est un niveau. La toxicité, c'est pas ce que tu vas consommer, c'est le niveau que tu vas consommer. Et là, c'est la même chose pour une société. On la rend malade quand on ne respecte pas les proportions. Et pour ceux qui disent que c'est faux, sur Odyssée, vous avez la propagande du métissage. Je vous ai republié ma vidéo et dedans, à un moment, je vous mets un article de France Info qui inscrit ceci. Et dans moins de 10 ans, ce sera la population de moins de 30 ans qui sera majoritairement non blanche aux États-Unis. Et toutes les études montrent que le taux de mariage mixte est plus élevé chez les personnes qui ont les niveaux soi-disant d'éducation les plus élevés, ce qui est un mensonge, je l'avais démontré après. Eva Vlardinger-Broek, le grand remplacement n'est plus une théorie, c'est la réalité. Elle a fait un long discours. Je vous invite à le faire traduire sur Twitter, c'est possible d'obtenir la traduction en dehors de la vidéo. Renaud Camus, qui aujourd'hui reprend les devants de la scène, les rênes en main. Chronique de l'Europe livrée par le blog génocidaire. On voit à Porto, au Portugal, toujours les mêmes profils. Ça vient de l'Afrique du Nord la plupart du temps. Des migrants armés de couteaux, marteaux et haches sèment la terreur dans le centre-ville. Au passage, ils ont fait une petite faute d'orthographe. Alors, je vous en parlais l'autre jour. Mein Kampf, mon combat, d'Adolf Hitler, qui est un drame, qui attaquait la communauté juive. Et aujourd'hui, il serait grave de voir la même chose pour attaquer une communauté religieuse ou bien un groupe d'êtres humains. Le truc, c'est que je vais faire l'exercice et après le condamner enfin, pour que vous compreniez qu'on peut remplacer les discours d'hier d'Adolf Hitler sur des communautés par d'autres, que ce soit par les Africains, par des communautés religieuses ou même par les socialistes. Je vais vous lire quelques passages, vous allez comprendre mon développement. Le rôle que jouent les Juifs dans la prostitution et surtout dans la traite des Blanches pouvait être étudié à Vienne plus aisément que dans toute autre ville de l'Europe occidentale, exception faite, peut-être, pour les ports du sud de la France. Quand on parcourait le soir les rues et ruelles de la Leopoldstadt, on était à chaque pas, qu'on le voulut ou non, témoin de scènes qui restèrent ignorées de la majorité du peuple allemand jusqu'à ce que la guerre eût fourni aux soldats combattant sur le front oriental l'occasion d'en voir, ou plus exactement d'être forcés d'en voir de pareils. Je marque une pause. Et je vous invite à consulter la vidéo de Marie Saint-Filtre dans les quartiers sur la prostitution. Vous ne savez pas qui tient la prostitution pédocriminelle en France? Vous pensez que c'est seulement les Epstein et le haut gratin de l'élite? Loin de là. Dans les quartiers, multitude de témoignages de pauvres jeunes filles qui se sont retrouvées dans un premier temps impliquées dans la consommation de stupes, d'alcool, délaissées par leur famille, placées en foyer et mises à l'abandon, et après qui vont aller traîner avec des rats. Des gens qui sont dans le mauvais, qui
sont dans les drogues, dans l'alcool, dans tout ce qui s'ensuit, et qui vont les mener vers le gouffre. Et ces jeunes filles, comme elles n'ont pas d'argent, vont s'associer avec ces gens, et rapidement ils vont jouer de leur émotionnel, puisque c'est peut-être leur première amourette, entre guillemets, et ils vont leur dire, voilà, j'ai des dettes, ou autrement, il faut bien qu'on puisse payer ce qu'on consomme, et ils vont les se mettre à se prostituer. Par WhatsApp, par Snap, par toutes les applications qui aujourd'hui ont rendu ce mode de consommation dégueulasse possible. Et ils organisent des rencontres comme ça. Avec des jeunes de leur quartier ou bien avec des darons qui sortent de leur travail, que ce soit dans le BTP ou bien encore des bureaux ou ce que vous voulez, même des cadres, qui vont se rendre et aller consommer ces jeunes filles. Et dans le témoignage, notamment qui avait été accordé à Marie Saint-Filtre, un de ces criminels disait que lui ne les forçait pas, ces jeunes. Il leur laissait la possibilité. Mais comme il n'y a plus de morale et qu'aujourd'hui tout est rendu possible par cette dépravation et l'axe des vices qui s'est carrément enclenché, là le starter est à son paroxysme. Elles font des passes, une passe, deux passes, trois passes. Et on a aujourd'hui l'État qui considère qu'il y a, il me semble, plus de 20 000 gamines qui sont prostituées en France. Toutes ne le sont pas par les organisations des quartiers, mais bon nombre passent par ces réseaux-là. Et vous ne me l'aurez pas. C'est pour ça que l'autre jour je disais, ce qui était hier dénoncé sur les juifs, aujourd'hui on peut l'appliquer sur d'autres. Ceux qui tiennent à la plupart de ces fours ou encore de ces réseaux de proxénétisme pédocriminels et de proxénétisme pour d'autres de jeunes filles qui ont 18-20 ans, ce sont les Arabes, les Noirs et la communauté, celle qui se veut soi-disant pieuse. La première fois que je constatais que c'était le juif impassible et sans vergogne qui dirigeait de la sorte avec une expérience consommée cette exploitation révoltante du vice dans la lie de la grande ville, un léger frisson me parcourut dans le dos. Là, ce passage-là peut être remplacé par les gauchistes socialistes. Mais ce qui restait pour moi incompréhensible, c'était la haine sans limite qu'ils manifestaient à l'égard de leur propre peuple, avec laquelle ils dénigraient tout ce qui faisait sa grandeur, salissait son histoire et traînait ses grands hommes dans la boue. Cette hostilité contre leur propre espèce, leur propre nid, leur propre pays natal était aussi absurde qu'incompréhensible. Elle était contraire à la nature. Ça, c'est ce qu'on pourrait attaquer au niveau des gauchistes socialistes qui, d'un côté, nous mettent sur le dos tous les fardeaux de l'humanité avec l'esclavage, avec encore les trafics d'êtres humains qui ont suivi à l'esclavage, mais également le côté des génocides qui ont eu lieu et bien d'autres choses, sans jamais rappeler les faits historiques de la traite intra-africaine, de la traite par les juifs ou encore de la traite par les arabo-musulmans. Ils parlent seulement du commerce triangulaire par les occidentaux européens, entre autres. Ce sont les mêmes qui aujourd'hui, lorsque quelqu'un veut défendre son pays, parler de frontières, te disent fasciste. Ce sont les mêmes qui, lorsque tu dénonces des drames, t'accusent de récupérer ça. Et ne parlons pas de la propagande du métissage et de tout ce qui s'ensuit. On est sur une destruction de notre peuple. Je prends un autre passage, mais je ferai l'exercice sur Odyssée pour ne pas être censuré. Et à la fin, je viendrai condamner quand même parce que, encore une fois, on ne doit pas être non plus dans un mouvement qui pourrait être très grave et mener au-delà des camps de travail, comme je l'appelle, à une sorte de solution finale qui serait inacceptable. Nous devons par contre réhabiliter des camps du travail. Mettre en place des endroits où les prisonniers ne se prélassent pas à regarder la télé et font leur petite popote, mais soient bien prisonniers du travail. Ils ont fait un crime contre l'humanité, ils ont fait de la délinquance contre l'humanité plus contre la société française, ils doivent de l'argent et rembourser les familles qui sont victimes ou leurs proches et l'État. Ce qui veut dire derrière qu'il faudrait des camps du travail où il y aurait des usines, où il y aurait des agriculteurs, des endroits où il y aurait des parcelles où ces gens devraient s'en occuper. On aurait une agriculture française, biologique, entretenue à moindre frais, par des gens qui en plus nous coûteraient moins, puisqu'ils pourraient consommer également ce qu'ils produisent. Ce serait tout un cercle intéressant. Et en plus, pour certains, ça les réhabiliterait à se réinsérer dans la société. Pour ceux qui sont étrangers, une fois la peine exercée, on les tège. Tu vires du territoire. Tu n'es plus le bienvenu ici. Tu as payé ta dette. Tu ne dois plus rien. On n'est pas avec de la rancœur à te poursuivre jusqu'à l'autre bout de l'univers. Jusque même dans les tréfonds de la terre. Mais par contre, tu n'es plus le bienvenu chez nous. Il y a tellement de choses à faire. Si vous saviez ce que j'ai en tête, peut-être qu'un jour je partagerai un programme. Et en lisant ce Mein Kampf, il était dit « Nous pouvons nous présenter en politique qu'à partir de 30 ans.
C'est l'âge mûr. Peut-être qui sait qu'un jour, moi-même, j'entrerai en politique et j'aurai des propositions bien plus efficaces que ce qui peut s'organiser aujourd'hui. Regardons la suite. Il devient alors clair pour moi que le parti, dont les simples comparses étaient mes adversaires depuis des mois du plus violent combat, se trouverait presque exclusivement par ses chefs dans les mains d'un peuple étranger, car un juif n'est pas un Allemand. Je le savais définitivement pour le repos de mon esprit. Je connaissais enfin le mauvais génie de notre peuple. Moi je dirais, car un Africain n'est pas un Français, car un musulman n'est pas un Français, car un sioniste n'est pas un Français, car un bouddhiste n'est pas un Français, on peut continuer comme ça. En petite proportion, ils sont acceptables. Dans des mesures trop importantes, nous devons y mettre de l'ordre. Ramener les socialistes à la réalité, est-ce encore faisable ? Soros finance les antifascistes contre Trump. Le FN vire complotiste. Voilà commande titre Libération et bien d'autres. Alors que je suis en train de faire l'exercice de vous partager de Soros et surtout de m'atteler à vous expliquer la société ouverte, ce qu'ils appellent l'Open Society. On a vu que Soros a quand même orchestré des actions contre l'Europe, contre le système monétaire européen pour forcer à l'universalité de l'euro par la suite. Et en dessous, on a cette fameuse phrase souvent attribuée à Churchill qui ne semble pas être de sa propre bouche. Les fascistes d'aujourd'hui seront les antifascistes de demain. Il s'agirait en fait de la phrase d'un homme politique américain controversé, Huey Long, qui aurait déclaré, écoutez bien, puisque ça ramène à ce qui se situe juste au-dessus avec Soros, quand le fascisme arrivera aux États-Unis, on l'appellera antifascisme. Vous cernez les choses ? Ça, c'était à l'époque un discours de Huey Long. Au-dessus, on voit Soros aujourd'hui qui finance les antifas. Je vous ai déjà produit une explication sur les comportements antifascistes, qui sont comme dans la troisième vague. Vous vous rappelez de ce livre de Todd Strace, et qui est en fait une réalité avec une expérience qui a eu lieu dans une université, il me semble, ou un lycée, pour montrer que le fascisme pouvait revoir le jour et que le mouvement sectaire de communauté pourrait à nouveau s'instaurer dans la société. Et il y a eu le drame à la fin, le môme qui a pris une arme et qui a tué quelqu'un. Il était trop impliqué dedans. Mais ce qui est incroyable, c'est quoi ? C'est qu'ils expliquaient, il faut une idée globale. Donc ils s'allient autour de quoi ces gens ? L'antifa. Il faut ensuite un logo. Ils ont leur logo avec leur drapeau là. Il faut ensuite un slogan. Ils en ont des slogans. Antifa, anti comme anticapitalisme, en antifasciste aussi. Ils sont réunis. Ils ne débattent pas avec l'adversaire. Mais pourtant c'est du fascisme. Ils usent de violence. Les fascistes, quand vous voyez ces groupes gauchistes, la plupart du temps, ils vont s'organiser en groupe et aller interdire certaines manifestations ou bien déranger des gens qui sont en train de dîner ou qui sont organisés des réunions encore livresques pour aller faire des signatures, des autographes, ce genre de choses. Et ils dévastent tout. Ils ont donc les comportements de fascistes. Mais le plus brillant dans ça, dans cette démonstration, c'est surtout de voir leur slogan « On ne débat pas avec les fascistes ». À partir du moment où tu ne débats pas, c'est que tu n'as pas d'argument. Donc ton seul moyen de mettre fin à ce qui pourrait être de la réalité et tout un raisonnement, c'est de dire fasciste ou raciste. Et sauf que ça ne marche plus aujourd'hui. Donc ils s'organisent différemment, ils utilisent la violence. Et là, on voit que le fascisme est bien de gauche. Et on comprend rapidement que le national-socialisme est avant tout un socialisme qui a échoué à l'international et qui s'est rattaché à son pays. Comme le font aujourd'hui les gens qu'on observe. Ils veulent modifier les règles au monde et quand ils échouent, ils se ramènent après au pays pour le détruire par leur wokisme, leur LGBTisme et tout ce qui s'ensuit, leur abrutissement. Et on l'observe notamment dans Radio France, financé et même dans les services publics, financé par notre argent, nos contributions, nos taxes et les impôts et tout ce qui s'ensuit. Mais par contre, le prisme qui est utilisé pour aborder l'actualité, c'est uniquement depuis la gauche. Lorsqu'il y a une chaîne du privé, je pense à CNews, même si en soi, ils ne sont pas non plus dans une information qui est intéressante, mais quand il y a une chaîne qui va à leur rencontre, ils veulent la faire censurer. Ou quand un membre, un seul, est dans leur groupe, ils l'accusent, regardez bien les mots employés, collaboration. Comme si on était dans un mouvement nazi, fasciste, qui se préparait à faire une guerre, à tuer des gens par milliers.
Collaboration supposée en plus, avec Jordan Bardella. Mais Jordan Bardella est un politique qui est bien inscrit sur les listes électorales, qui a un parti. Pourquoi parler de collaboration? Même si derrière, ils entendent un autre terme pour s'en défendre. Bah, collaborer, c'est participer à une action, c'est, c'est s'engager avec une autre personne ou une autre idée. Jean-François Achilly, licencié par Radio France pour sa collaboration avec Jordan Bardella. Ça a été titré partout comme ça. Ou encore, récemment, vous avez aussi, en dehors de l'ultra-violence, l'autre décadence. La partie de l'ultra-sexualité, les LGBT, l'homme n'est plus l'homme, la femme, pareil. On revient à Simone... non, c'est Simone de Beauvoir, je crois. Pas Simone Veil, j'allais dire Veil, mais c'est Simone de Beauvoir. On ne naît pas femme, on le devient. Ça, c'était déjà un point d'amorce pour ce qui arrivera par la suite. XY, c'est plus l'homme, XX, c'est plus la femme. On passe à autre chose. Maintenant, c'est tu es qui tu veux. Eh bien, on a deux personnes qui ont publié Transmania, un livre que je n'ai pas encore consulté, mais qui s'attaque à ce dogme des trans, une femme est une femme biologique. Quelqu'un qui s'est fait l'ablation du pénis ne sera pas une femme, même si sur papier ça lui est indiqué comme tel. Si je lui fais une prise de sang ou peu importe, je prends ses cellules de peau, je retrouve dans les chromosomes XY, même s'il y a quelques variables, je vous l'accorde. Et là on voit Yann Brossa demande l'annulation de la conférence des autrices de Transmania à l'université Assas. Donc la censure de gauche, c'est ça, hein, c'est du fascisme. Une mère transgenre compare une des autrices de Transmania aux nazis. C'est pour vous dire la folie de ces gens. Et on a Enora Malagré qui était avant sur TPMP, peut-être à exercer de la turlute en coulisses pour garder son poste, mais en tout cas, surtout bien abrutissante, elle a été tellement été égarée, elle a été évincée, qu'aujourd'hui se retrouve sur le Mac de la Santé sur France 5, et voici ce qu'elle déclare. Comme on a la chance d'être sur le service public, où la tolérance et l'inclusion sont les maîtres mots, je rappelle à celles et à ceux qui ont des responsabilités que, je rappelle à l'ARCOM aussi, elle continue, que la transphobie n'est pas une opinion, c'est un délit. Aujourd'hui, dire des faits biologiques, scientifiques, devient un délit. Et eux, ils se targuent d'être dans la tolérance et l'inclusion. Mais si tu veux débattre avec eux, même pas dire on ferait condamner à mort la personne qui se déclare trans, on ne les veut pas dans la société, ils ont le droit d'exister. Mais pourquoi autant de retentissement médiatique et surtout d'accès aux gamins pour les modifier dans leur pensée et dans leur conception du monde? Je voulais dénoncer autre chose. Toujours lié à ce gauchisme qui te vend les pauvres racisés. Il n'y a pas de race, mais il y a des racisés. Euh, ils ont été discriminés. Les pauvres, ils subissent la société, alors qu'ils sont toujours plus nombreux. Hein. Leur commerce en ville pullule. Vous allez dans leur quartier, vous voyez les voitures qu'ils ont. Ils sont bien. Ils partent en vacances pour la plupart chaque année. Mais non, ils sont de pauvres racisés. On prend leur loyer en charge pour ceux qui galèrent. Leurs transports sont gratuits. Bref, il y a tout un accompagnement à côté, payé par les Français. Et on l'avait vu, je l'avais prouvé. 70% des Français autochtones travaillent quand on est aux alentours de 50% pour les enfants d'étrangers et les étrangers qui sont devenus français. Ça, il y a une étude qui est sortie par rapport à ça. Alors, ils vont toujours trouver une excuse. On est discriminé parce qu'on a le voile, etc. T'es en France. Tu déclares que t'as le voile. La personne, si elle veut te prendre, c'est bien. Si elle ne veut pas, à toi de faire des efforts. T'es dans une société où, quand tu rentres dans une entreprise, c'est du domaine privé, donc tu respectes les règles en place. Si dans une autre, les règles sont d'engager des voilés, ça ne me dérange pas. Mais regardez ça. J'ai 2 fois moins de chances d'obtenir un entretien d'embauche. D'ailleurs, ce qui est pour la plupart faux, puisque j'ai travaillé dans diverses entreprises et j'en ai vu des voilés, notamment au sein d'entreprises d'EDF, donc liées à l'État, ou encore dans le privé au niveau de la banque. Banque assurance, j'ai vu, alors il n'y en a pas pléthore, mais j'en ai vu. Et qui exerçaient leur travail très bien, qui sont respectables, tout comme les autres qui n'ont pas de voile aussi. Et le plus hallucinant, c'est à côté. J'ai 27,4% de chances de moins d'accéder à l'allocation d'un logement. Ça, c'est propagande de Grenoble, hein, payée par la mairie. Sauf que la réalité des stats disent tout l'inverse. Ce sont les Français autochtones qui ont moins de chances d'accéder au logement à loyer modéré. Alors eux vont certainement te parler du privé, mais ce qui est le plus intéressant, c'est d'accéder à ces logements à loyer modéré. Dans un moment historique de société où tout augmente,
où les prix des loyers s'envolent, tu as tout intérêt à être dans un HLM. Et d'ailleurs, nombre de personnes abandonnent parce que les Français autochtones, on les fait attendre 3 ans, 4 ans, voire des fois 5 ans. Quand les étrangers, on leur trouve un truc directement, on les met même en hôtel, on leur paye leurs frais, alors que le Français, lui, c'est démerde-toi. T'as rien, t'es à la rue. On ne payera pas ton hôtel. L'étranger qui vient, lui, on lui met tout royal, hein. On prend ton hôtel. Ah, l'hôtel te convient pas. Attends, on va voir si on peut te trouver plus grand. Il lui trouve un HLM, et en plus, il trouve encore le moyen de chialer, et ils vont le trouver mieux. Racisme systémique. Le racisme contre les Blancs. Les Français sans ascendance migratoire, bien autochtones, sont que 11% dans les logements au loyer modéré. Alors que on voit les Algériens représentent 49%, que les Marocains ont aux alentours de 44%. Leurs descendants, c'est pareil, ils en profitent. L'Afrique sahélienne, c'est pareil. L'Afrique guinéenne centrale. Bref, l'Afrique, quoi. Parce que les Chinois, eux, ils prennent pas tant de place que ça. Même les pays de l'Europe du Sud ou autres pays européens, vous voyez, si on se rassemble avec les Français blancs et les autres, on est discriminés dans notre propre territoire. C'est pour ça que j'en reviens à Mein Kampf et je ferai le travail. Autre chose, plus le langage est pauvre, moins la pensée existe. Il n'y a pas de pensée critique sans pensée. Il n'y a pas de pensée sans mots. Je voulais vous parler aussi d'Israël-Iran, la guerre qui vient, qui continue en tout cas. Alors que les bombardements israéliens et les combats se poursuivent dans la bande de Gaza et que la situation humanitaire ne cesse de s'y dégrader, un nouveau conflit aux conséquences potentiellement dévastatrices vient d'être évité entre Tel Aviv et Téhéran. Pour autant, rien ne semble pouvoir mettre fin à la logique d'affrontement entre ces deux ennemis. Répliquer, mais sans trop faire de mal, c'est la ligne de conduite choisie par l'Iran et Israël pour clore une passe d'armes dont on a pu craindre pendant plusieurs jours qu'elle dégénère en conflit régional de grande intensité. La séquence en 3 temps a commencé le 1er avril avec un bombardement israélien contre une annexe du consulat iranien de Damas. C'est bien, ça replace le contexte, c'est Israël qui a commencé, les sionistes plus exactement. Cette attaque a provoqué la mort de plusieurs gardiens de la révolution affectés au soutien militaire et logistique des alliés régionaux de Téhéran. Moins de 2 semaines plus tard, dans la nuit du 13 au 14 avril, la République islamique déclenchait l'opération Promesse honnête avec une salve de 300 drones et missiles que la défense antiaérienne israélienne interceptait pour la plupart avec l'aide des États-Unis, de la France et du Royaume-Uni. Présentée comme un échec total par Israël et les Occidentaux, la riposte avait en réalité été annoncée plusieurs heures avant son déclenchement. La diplomatie iranienne avait en effet pris soin d'avertir les États-Unis et par conséquent Israël. L'opération n'a pas ciblé de centre urbain ou économique. Les Iraniens signifiaient ainsi qu'ils ne souhaitaient pas faire des victimes civiles et que l'affaire était close. Dès lors, le monde a attendu avec appréhension la riposte à l'attaque, pour reprendre la boutade d'un commentateur d'Al Jazeera le 16 avril. Elle est venue le vendredi 18 avril à l'aube sous la forme de tirs de drones israéliens contre une base aérienne proche d'Ispahan. Un bombardement hautement symbolique puisque l'attaque a ciblé sans trop faire de dégâts matériels une province où se situe le site nucléaire de Natanz, pièce maîtresse du programme iranien d'enrichissement de l'uranium. Je cite. Une riposte de désescalade, estime M. Guillaume Ancel, ancien officier français et écrivain. Mais les choses pourraient bien ne pas en rester là. L'armée israélienne, qui a livré bataille à 7 reprises contre ses voisins depuis 1948, la dernière fois au Liban en 2006, est bel et bien au seuil d'un 8e conflit. Il opposerait ce conflit, cette fois à l'Iran. Le prélude à cet affrontement annoncé débute à la fin des années 2000 avec l'assassinat de plusieurs scientifiques iraniens impliqués dans le programme de développement nucléaire de leur pays et des passes d'Aran déployées en Syrie pour obtenir le régime de pour soutenir plus précisément, le régime de M. Bachar el-Assad ou au Liban afin d'appuyer la branche armée du Hezbollah. Comme l'a montré le triptyque singulier d'avril, cette confrontation à bas bruit risque à tout moment de déraper, puis d'embraser le Mashrek et au-delà. On voit que c'est une volonté de M. Netanyahou d'en découdre. Pression internationale pour la reconnaissance de la Palestine, risque de poursuites judiciaires, surtout si Tel Aviv décide d'appliquer son projet d'expulsion d'une grande partie des Gazaouis vers le Sinaï. Quelle peut être la stratégie de M. Netanyahou, dans un contexte
où aucun de ses objectifs militaires, élimination du Hamas et récupération des otages, n'a été atteint. La réponse tient en quelques mots. L'extension du domaine de la guerre. Même si la désescalade avec Téhéran, à laquelle Washington a beaucoup contribué, se confirme, il est évident qu'un palier a été franchi dans le face-à-face irano-israélien. C'est en effet la première fois que la République islamique vise directement le territoire israélien. Désormais, rien ne garantit que les Pasdaran accepteront, comme par le passé, d'encaisser sans répliquer les coups portés par Tel Aviv, y compris ceux qui les visent en Syrie. Après l'attaque du consulat iranien à Damas, nombre d'experts occidentaux ont postulé une absence de réaction de l'Iran. Ne subissait-il pas depuis des années l'élimination de ses scientifiques et de ses officiers sans riposter ? En novembre 2020, un robot mitrailleur piloté par satellite a tué Mohsen Fakhrizadeh, vice-premier ministre de la Défense et chef de l'Organisation de la Recherche et de l'Innovation CEPAND, considéré comme le père du programme nucléaire iranien, sans que Téhéran concrétise sa menace de vengeance implacable. Dans ce possible crescendo, il ne faut pas non plus négliger la volonté obsessionnelle de M. Netanyahou d'en découdre avec l'Iran. Pour le Premier ministre, il ne s'agit pas uniquement de concevoir une main-d'œuvre afin d'échapper aux poursuites judiciaires dans son pays en maintenant ce dernier dans un état de guerre exigeant l'unité nationale et réduisant la probabilité d'élections anticipées lors desquelles son impopularité lui vaudrait à coup sûr une défaite. Cibler l'Iran ne vise pas non plus seulement à détourner l'attention internationale des tueries à Gaza et à torpiller les initiatives diplomatiques en faveur de la naissance d'un État palestinien. M. Netanyahou tient bel et bien l'Iran pour le principal ennemi d'Israël. La seule force militaire, depuis la chute du régime irakien de Saddam Hussein, a constitué une menace existentielle. Le 27 septembre 2012, à la tribune des Nations Unies, Benjamin Netanyahou brandissait le dessin sommaire d'une bombe à mèche en affirmant que Téhéran était en passe de se doter de la bombe nucléaire. On croirait avoir Colin Powell quelques années auparavant. Je le cite. Au printemps prochain, affirmait-il, au maximum l'été prochain, au rythme où les Iraniens poursuivent actuellement l'enrichissement de l'uranium, ils pourront passer à l'étape finale. Ils n'ont besoin de quelques mois, peut-être quelques semaines, avant d'avoir suffisamment d'uranium enrichi pour la première bombe nucléaire. Fin de citation. Un arrangement avec la vérité, un de plus, puisque quelques mois plus tard, le ministre de la Défense israélien, Ehud Barak, et son chef d'état-major, Benny Gantz, affirmaient publiquement que l'Iran n'avait ni l'intention ni les moyens de se doter de la bombe. Quelques semaines plus tard, et tandis que les informations se multiplient à propos de négociations entre les États-Unis et l'Iran pour parvenir à un accord sur cet enjeu nucléaire, conclu en juillet 2015 aux grandes dames de Tel Aviv, M. Netanyahou affirmait dans un discours à Jérusalem se sentir, je cite, prêt, s'il le faut, à déclencher une attaque contre les sites nucléaires iraniens. Par la suite, lors de la campagne électorale de mars 2015, qui allait lui permettre d'obtenir un 4e mandat, il martelait à l'envi son mot d'ordre, je cite, « Pas d'État palestinien, pas de nucléaire iranien ». Cette possibilité d'une guerre israélo-iranienne structure les rapports de force au Proche-Orient et dans le Golfe. Pour les monarchies pétrolières, l'hostilité de Tel Aviv à l'égard de Téhéran tient à la fois de la bénédiction et de la menace. Riyad, comme Abu Dhabi, compte sur Israël pour remédier au désengagement des États-Unis de la région. Même si l'Arabie saoudite et l'Iran sont convenus d'atténuer leurs tensions bilatérales grâce à l'entremise de la Chine, la défiance demeure. Ça, c'est incroyable. Sunnisme et chiisme qui se retrouvent aujourd'hui dans un même groupe, dans un même ordre politique, si je puis dire, en tout cas du côté économique, et dont l'envie de libérer la Palestine. Un a agi pour le moment, l'autre réfléchit à comment il peut se structurer. Mais ce qui est plus grave encore, c'est à la suite de ça, l'autre élément que j'ai mis en surligné, par rapport à, enfin moi je le mets en relation avec l'événement de 2001. Vous savez, les tours du World Trade Center, on a vu derrière qu'il y avait les Saoudiens qui étaient liés. Ben Laden était tout de même de famille saoudienne également. Son frère Shafiq Ben Laden avait pu repartir librement et sans être inquiété. Et derrière, il y avait des mouvements financiers assez étranges. Et on voit, je vais vous lire ce passage, après on reprendra, les dirigeants saoudiens et émiratis estiment que Téhéran doit avoir tiré les leçons de l'invasion de l'Irak et du changement de régime de 2003.
C'est-à-dire que là, dans ce passage, on voit que les Saoudiens, amis des Américains, se satisfont de l'invasion de l'Irak, de la destruction et de l'instabilité orchestrée dans ces endroits du monde pour mettre une pression à l'Iran, puisqu'ils sont quand même contre le chiisme. C'est incroyable. C'est comme si derrière la main américaine, il y avait encore une autre main qu'on veut moins voir présente, qui était la main saoudienne. Regardez la suite. Donc dans les mosquées du royaume, on continue de qualifier les chiites d'apostats. En 2010, le roi Abdallah demandait au président Barack Obama de, je cite, couper la tête du serpent, autrement dit de détruire le programme nucléaire iranien. Se prémunir d'un tel risque nécessite pour la République islamique l'acquisition de l'arme atomique. Je vais vous lire la suite, mais je tenais à vous faire un ajout complémentaire. C'est sur ce roi Abdallah qui demande au président Barack Obama de couper la tête du serpent. Parce que si on remonte aux Bush, qui ont déclaré les guerres aussi avant, et comme ça on fait les différentes choses de l'évolution américaine et de leur implication dans les guerres, on voit toujours qu'il y a eu des liens avec les systèmes monarchiques pétroliers, saoudiens entre autres. Pourrait-il y avoir, derrière l'immense puissance américaine, une manne tout aussi puissante qui leur donne certains virements à faire, des actions opérées. Mais ça, c'est trop compliqué pour ceux qui veulent seulement dénoncer l'Occident. C'est plus simple de dire les Occidentaux, le peuple blanc, ceux les méchants. Les autres sont parfaits. Regardez la suite. Mais dans le même temps, les monarchies pétrolières craignent les retombées immédiates d'une guerre. On sait que plus les menaces vont se faire intenses, plus le cours du marché du pétrole va augmenter. Là, les 1,60€, 1,80€, c'est une broutille. D'ici quelques mois, si tout continue comme c'est le cas à envenimer la situation, on sera à 2-3 euros. Le pétrole va s'envoler. Si ça s'envole, les prix de l'alimentation vont faire de même et tout ce qui s'ensuit. Les gens vont être pris à la gorge. Et on va revenir à la fin de ce direct sur le modèle économique. Je vous renverrai également à l'émission, il me semble, numéro 2 sur Soros et la société ouverte, où dedans je vous proposais une petite analyse sur les crédits revolving, sur les gens qui sont endettés, qui par l'inflation vont certainement être en défaut de paiement et vont faire le système domino. La chute des uns entraîne la perte des autres. Regardez ça. La peur est particulièrement perceptible à Dubaï ou au Qatar, dont les installations pétro-gazières, énergétiques et de dessalement d'eau sont à portée immédiate. D'ailleurs, je suis désolé de refaire une coupure, mais sur le dessalement de l'eau, il faut savoir que plus l'eau va être traitée au niveau de l'Arabie Saoudite pour la rendre potable, plus la part de sel qui va être remise à l'eau va être importante, le dessalage va être c'est pas le dessalage, c'est comment ils appellent ça, c'est le dessalement, je crois que c'est désalinisé, il me semble, ça va être de plus en plus compliqué, puisque la concentration va augmenter, les poissons et tout ce qui se trouve dans cette zone ne pourront plus y résider, et ça va entraîner l'aridité des terres. Plus il y a de sel, plus il y a l'absorption de l'humidité, moins l'eau peut être présente, si vous voyez ce que je veux dire. Et ça revient à un mouvement du passé, parce que je m'intéressais aux évolutions de l'agriculture. Et fut un temps, il y avait ces mouvements d'eau qui étaient détournés. Et il y avait cette guerre pour l'eau à l'époque déjà, au début de la civilisation. Et notamment certaines parties où, par le sel, les terres étaient non propices à la culture. J'essaierai de vous remettre ça de façon plus précise. Je vous dis de tête, à ce qui me reste en mémoire, quelques bribes d'informations. Mais ça me fait le lien avec ce que je lis actuellement, justement. Regardez la suite. Donc pour ces monarchies, incapables de se défendre seules et tétanisées à l'idée de subir les affres endurées par les Koweïtiens en 1990, l'idéal serait de laisser Israël s'occuper seul du sale boulot. Riyad et Abu Dhabi se sont d'ailleurs employés à minimiser leur rôle dans la défense d'Israël lors de l'attaque du 13 avril. Côté iranien, on a toujours nié le caractère militaire du programme nucléaire, en avançant même parfois que fabriquer la bombe serait contraire aux préceptes islamiques, réservant la capacité d'une destruction totale de l'humanité au seul pouvoir divin. Et, si Israël continue d'être vilipendé par la propagande du régime, le temps semble loin où le président Mahmoud Ahmadinejad qualifiait ce pays de, je cite, « créature artificielle qui ne survivra pas ». Géo-ingénierie. Avant d'accéder à l'économie,
Je voulais vous en reparler parce qu'il y a eu récemment à Dubaï des pluies diluviennes et à l'époque j'avais fait la tête dans les étoiles, chemtrail, en mettant un taquet à débunker des étoiles. Et le petit jeu de mots, la tête dans les étoiles, vu que tout se passe dans les nuages, l'ensemencement et tout ce qui s'ensuit. Et ce personnage débunker des étoiles. Je lui prouvais par A plus B qu'il était ignorant, qu'il n'avait pas compris euh, la modification climatique de façon artificielle. Je lui mettais les études, les articles, ainsi qu'un qui était intéressant sur la Chine, qui avait en 2009 tenté de faire tomber de la neige et qui avait entamé des précipitations de neige de façon catastrophique, une sorte de tempête. Et l'AFP aujourd'hui s'est saisi de l'affaire de ces pluies diluviennes à Dubaï en disant non, l'ensemencement de nuages n'a pas provoqué ce phénomène. Or, ils annoncent tout de même des pluies records à Dubaï, donc on le voit, et dedans, ils vont reconnaître tout ce qui est de l'ensemencement, alors qu'avant c'était complotiste. Parler de géo-ingénierie, d'avoir des nuages de façon artificielle, c'était vraiment le complotiste, le débile qui n'a rien compris. Maintenant, ils reviennent et te disent que ça existe depuis 1946, que c'est employé un peu partout sur la planète. On va revoir après les pays cités. Et moi, sur ça, déjà, je voulais dire chemtrail, contrail, quoi qu'il en soit, les traînées d'avion, sans faire d'ensemencement, organisent du dérèglement climatique. Mais on préfère faire culpabiliser ceux qui utilisent leur voiture ou encore qui vont consommer de la viande. Ça rapporte plus. Ça permet d'importer des TVA et de les imposer à tout le monde, quand la redistribution n'est jamais suivie. Et on l'a vu pour la taxe carbone. On le voit pour bien d'autres choses au nom de l'écologie que de la fumisterie. Regardez leur article. Stimuler la croissance des gouttes de pluie. L'ensemencement des nuages, utilisé pour la première fois en 1946 à New York pour lutter contre la sécheresse, consiste à y introduire par avion ou depuis le sol des composés sel, iodure d'argent et d'autres formules qui existent, qui vont agglomérer la vapeur d'eau présente dans les nuages pour former des gouttelettes d'eau gelées qui finissent par tomber au sol sous forme de pluie ou de neige. Il s'agit d'une réaction physique et non pas chimique, comme rappelé dans un article de vérification de l'AFP en anglais publié en mars 2024, alors que cette technique était accusée d'avoir provoqué des inondations en Californie. Premièrement, quand tu viens y mettre du sel, de iodure d'argent, pour après enclencher une réaction, c'est une réaction qui va être chimique. Quoi qu'il arrive. Il va y avoir, c'est la physique-chimie, c'est une réaction. Eux, ils disent physique, mais voyez, la réaction va être entamée de façon artificielle. Autre chose, là je voulais en venir, c'est qu'on nous dit, on nous présente ça comme étant pour lutter contre la sécheresse. Fut un temps, on avait Bill Gates qui nous disait que lui voulait faire un ensemencement des nuages sur toute la Terre pour faire un nuage, enfin créer un, comment ils appellent ça, un couvercle nuageux. Sauf que dans l'article, il n'est pas spécifié que la photosynthèse, qui permet d'absorber le carbone et de le transformer en oxygène, s'effectue s'il y a des plantes, s'il y a derrière donc du carbone, s'il y a de l'eau et s'il y a du soleil. Or, les nuages qu'ils créent artificiellement viennent empêcher les rayons lumineux. Non pas qu'il n'y en a aucun qui passe, mais les empêchent grandement. La photosynthèse se ralentit et le carbone augmente, ce qui leur permet d'alerter sur la fonte des glaces et d'autres phénomènes qui vont s'enclencher et de dire les coupables sont les humains. C'est vous qui vivez normalement, vous respirez, vous êtes déjà coupable. Vous consommez des viandes, des animaux qui sont en pâturage, vous êtes coupable. Ce n'est pas vos ensemencements là de façon artificielle qui viennent à tout dérégler. Et en plus, ils ne veulent jamais reconnaître qu'il y a des cycles naturels. On a vu l'événement, je crois que c'était 8,2 cas au niveau de Sataluyo qui avait précipité les gens à devoir fuir ce territoire, alors qu'ils étaient installés de façon pérenne, avec l'agriculture de côté sédentaire. Dans leur article, ils nous mettent un petit avion équipé de diffuseurs de ces particules ou de ce produit chimique. Le groupe d'experts sur la modification de la météo de l'Organisation météorologique mondiale a montré dans une analyse des études disponibles donc la possibilité que l'impact de l'ensemencement de nuages aille d'un effet nul à une hausse de précipitation de plus de 20%, tout en soulignant la complexité des systèmes nuageux et la nécessité de mener davantage d'études. Plusieurs pays ont à ce jour testé cette technique, dont les États-Unis, le Mexique, la Chine, la Hongrie, la Malaisie ou bien encore la France, qui dans le sud du pays y a recours pour prévenir la grêle.
Les Émirats arabes unis l'utilisent depuis 2002, sous l'égide du Centre national de météorologie. Alors ils le font soit par des missiles qu'ils envoient, soit par l'ensemencement avec les nuages. Je rappelle aussi l'affaire Popeye. Également cette affaire, vous savez, au niveau de la guerre, alors c'était dans quel pays déjà? Au Vietnam, pour faire tomber des pluies et empêcher le ravitaillement des corps armés de l'ennemi. Là, il nous dit, Rom Elof Burger, je cite, les technologies sont testées depuis plus de 60 ans et l'impact environnemental étudié depuis des décennies, donc depuis plusieurs décennies. Elles sont néanmoins controversées. Leurs détracteurs les accusent d'induire une pollution via l'accumulation de composants utilisés pour ensemencer les nuages. Dans un rapport publié en 2018, l'Organisation météorologique mondiale relevait que les études menées depuis 40 ans n'avaient pas fait la preuve d'une éventuelle dangerosité pour l'environnement, mentionnant, je cite, des impacts extrêmement faibles, même si une étude en laboratoire a pointé un risque d'effet délétère en cas d'accumulation dans la nature de quantités importantes des composants injectés dans les nuages. Fin de cette partie de l'article. Rappelez-vous, ces 77 spécialistes qui nous disaient 76 exprimaient officiellement non, ça n'existe pas. Les ensemencements de nuages, les chemtrails, c'est de l'invention de complotistes. Et un expert avait dit, moi j'ai détecté du barium et du strontium en trop haute quantité dans certains endroits du monde. Étrangement, aujourd'hui, il n'y a plus d'enquête sur ça. Ces 76 spécialistes qui disaient que ça n'existait pas, ils sont où maintenant? Que c'est reconnu officiellement, même jusqu'à l'AFP pour vous dire. C'est quand même dingue. Dans un article du 16 avril 2024 intitulé Dubai Greens to Standstill as Cloud Seeding Worsens Flooding, donc Dubaï est paralysé alors que l'ensemencement de nuages aggrave les inondations, Bloomberg citait Ahmed Habib, un météorologue du Centre national de météorologie des Émirats. Il affirmait qu'un ensemencement de nuages avait été réalisé les lundis 15 et 16 avril 2024, soit au moment de la tempête, pour profiter de la formation de nuages. Mais le lendemain, le 17 avril, le journal Gulf News le citait affirmant le contraire, à savoir qu'aucun ensemencement de nuages n'avait été réalisé pendant cette période. L'AFP a contacté Ahmed Habib pour un commentaire, mais n'avait pas reçu de réponse au moment de la publication de notre article. J'ajoute autre chose. Vous savez que depuis un petit moment, je vous parle de l'Apocalypse, de la Révélation. Et j'ai aussi lu le Coran et les hadiths. Et de leur côté, la fin des temps, il y aura de la verdure au niveau de leur désert. Il y aura des pluies diluviennes pour faire des fleuves. Moi, je me pose la question. Est-ce que les Saoudiens ne sont-ils pas en train d'utiliser les techniques humaines pour faire comme si tout correspondait à la fin des temps, à la révélation et puis en fait à leur contrôle de la planète, oui, pour tromper le monde. Puisque moi je vous ai rappelé que les 10 cornes sont bien associées actuellement, c'est les BRICS plus 5, et que en Arabie Saoudite, au niveau de, comment dirais-je, de la Kaaba, elle va être détruite. C'est inscrit dans la Bible. Tout se passe comme prévu. Et il était dit dans Apocalypse de Jean, à un certain moment, cette grande Babylone du désert, avec qui les rois font des affaires, quand elle va sombrer en l'espace d'1 heure, tout le monde va être là, comment je vais faire? Nous qui en avions tant besoin, qui faisions du marché avec, où elle nous achetait tout, elle nous permettait toutes les 2 mesures au possible. Quand l'Arabie Saoudite va tomber, avec sa monarchie, je vous rappelle, il est inscrit au 8e roi, et le 8e fait partie des 7. En Arabie Saoudite, la monarchie sont à leur 8e roi. Tout correspond à ce qui est inscrit dans la Bible. Quand ils vont tomber, il faut rappeler que comme ils sont du groupe BRICS, ils sont, il me semble, 5 pays au moins à être producteurs de gaz et de pétrole. Producteurs exportateurs. On va être dans la merde. L'agriculture mondiale va être laminée. Les gens ne pourront plus à leur activité professionnelle. Tout va s'effondrer. Si c'est le cas, si ça se présente comme tel. Reprenons la suite de l'article.
Le NCM a fait un rectificatif le 17 avril, assurant à la chaîne américaine CNBC qu'il n'avait pas déployé de pilote pour des opérations d'ensemencement avant ou pendant la tempête qui a frappé les Émirats arabes unis mardi 16 avril, et précisant que des avions avaient décollé dimanche et lundi, donc le 14 et le 15 avril, mais n'avaient procédé à aucun ensemencement. Donc ils ont décollé, ils étaient pleins, mais c'était juste pour faire une balade. La meuf, qui a publié l'article en disant qu'il y avait eu des ensemencements, c'était pareil, c'était pour tromper. Et l'AFP, il croit que on va changer d'avis. On va être crédule comme ils le sont. L'AFP me fait penser à... Comment elle s'appelle cette femme? Haute Favre, qui serait capable d'appeler la NASA pour savoir s'il y a une opération en cours. Et s'il lui dit non au téléphone, c'est bon, elle raccroche. Elle a sa réponse. Qui est capable de diffamer Lama Fâché ou encore la Gina. De prendre du radical pour sérieux. Pour un chercheur... comment ils appellent ça? Un chercheur de tête ou chercheur de vérité, je ne sais plus comment ils ont appelé la chose. D'un ridicule. Il faut exactement la même chose. Dans la foulée, Bloomberg a corrigé son article le 18 avril, insistant sur le fait qu'il n'y a pas de preuve que l'ensemencement de nuages ait eu un effet significatif sur les inondations. J'ai l'impression d'être dans 1984 d'Orwell, où, au gré des uns et des autres, on réécrit l'actualité. Un jour on t'a annoncé ça, le lendemain on la modifie parce que... merde. Ça affiche mal de dire que l'ensemencement de nuages, le côté artificiel des actions de certains apprentis sorciers, vient à foutre un bordel monstre. Le média américain a aussi publié le 17 avril un éditorial d'une journaliste expliquant que c'était bien le réchauffement climatique qui était responsable de la tempête, pas l'ensemencement de nuages. Ah oui, bordel, faut pas changer quand même le narratif universel accepté par la plupart du réchauffement climatique où les gens sont coupables par leurs vacances ou encore leur consommation hebdomadaire ou même journalière. Réchauffement climatique. Pour le climatologue, enfin la climatologue Frédéric Otto, maître de conférence en sciences du climat au Grantham Institute de l'Imperial College de Londres, se focalisait sur l'ensemencement de nuages pour expliquer les pluies torrentielles du 16 avril et trompeur. Les plus fortes pluies à Dubaï en 75 ans ne sont pas arrivées à cause de cette technologie qui n'a pas été déployée car la tempête était déjà forte, relève-t-elle. Quand on parle de fortes précipitations, on doit mentionner le changement climatique, car il est hautement probable qu'il ait aggravé la tempête, a-t-elle souligné auprès de l'AFP le 17 avril. Bon Dieu, faut pas leur enlever leur rentabilité par les subventions et tous les financements des bobos crédules. Situation économique, alerte. Regardez le cours de l'or, je vous en parlais l'autre jour. Aux alentours de l'an 2000, si on remet en euros, donc en euros 2002-2004 à peu près, on avoisine les 10-12 000 euros. Puis, la crise de 2008 interroge déjà. Ça s'effondre sur les marchés boursiers, mais par contre, l'or, lui, devient de nouveau une sorte de monnaie de réserve. En tout cas, de l'argent, plus sécurisé. Voilà qu'à la suite de la crise de 2008, des subprimes et de tout ce qui a suivi, les gens s'en sont remis au discours des économistes et de ceux qui se présentent comme spécialistes en leur expliquant qu'il faut en fait acheter de l'or. En cas de guerre, en cas de crise alimentaire ou de je ne sais quoi encore, ils seront protégés. Alors qu'en fait, ça c'est... dans une époque moderne, ce n'est plus le cas. La plupart qui achètent de l'or, en plus, le font en titre boursier quelque part. Ils ne l'ont pas physiquement. Ils achètent des actions. Puis après, il y a eu des petites crises. Et on voit en 2020, donc à nouveau, on est, 2019-2020, sur des moments de pandémie, de ce genre de choses. Ça reprend de l'activité. Et là, comme il y a des menaces de guerre, on est à un paroxysme. 70 000, on est quasiment à 70 000 dollars le kilo. Enfin, 70 000 euros même, excusez-moi. Que dis-je? 70 000 euros le kilo. C'est monstrueux. Hein. C'est à la fois intéressant pour ceux qui avaient acheté de l'or physique dans les années 2000 à 10 000 balles le kilo. Et on avait par exemple investi pour 20 ou 30 000, qui aujourd'hui se retrouvent à 210 000, même si l'État va les grappiller. Mais ça alerte. Parce que comment tout peut être en niveau haussier? Il y a un problème quelque part. Là, on a vu en 2008, crise de subprime, le CAC 40 en a subi les conséquences. Il est passé de 5004 aux alentours des 2005, il me semble, 2007, quelque chose comme ça. Et aujourd'hui, après la crise de ce qu'ils appellent le Covid, on est passé de 4000 points à quasiment 8000 là.
Il y a un problème. Alors que dans le même temps, les pays sont tous endettés, 100%, même plus que ça, du produit intérieur brut en taux de dette. Les intérêts ne cessent d'augmenter. Sur le marché, pouvoir emprunter de l'argent aujourd'hui pour investir, ça devient astronomique parce que derrière, il y a l'inflation et on a notamment des décisions de la Fed qui remontent les taux. Donc sur le marché, moins de liquidités en circulation, ils tentent d'en détruire pour justement y redonner de la valeur parce que plus tu vas imprimer, plus ta valeur devient quelque chose, une monnaie de singe. On a, je vous l'avais dit l'autre jour, 300 000 milliards, il me semble, sur le marché d'argent en trop qui existe. Donc je vous avais dit, pour en effacer une partie, ils vont passer par les crypto-monnaies, les gens ils vont les amener à faire des mauvais investissements, ils vont tout rafler. Et pour le CAC 40, c'est pareil. On a la banque d'affaires Rothschild qui a fait ses adieux le 11 octobre 2023. On a maintenant Total qui parle de se barrer de la France, en tout cas du CAC 40, pour se diriger vers, vers la bourse américaine. Ils sont en train d'anticiper quelque chose de cataclysmique. C'est-à-dire que là, on est face à une apocalypse financière. Une immense crise financière menace. Ça, c'était sur le site de Jacques Attali. Vous vous rappelez certainement de cet article où je vous avais même mis en parallèle son discours lorsqu'il avait échangé avec Mélenchon sur le service public. Et à cette heure de grande écoute, ils avaient comme ça expliqué que la dette, il y avait trois possibilités pour la rembourser. Soit on retrouvait une attractivité importante par un plein emploi, sauf que c'était déjà le cas et ce n'était pas faisable, soit par une inflation, mais l'inflation déjà en place, on ne peut pas créer une hyperinflation, ça détruirait les gens, ou bien la guerre. Mais Attali, lorsqu'il échangeait avec Mélenchon et les deux étaient en accord, jamais n'avait parlé de rembourser la dette. Ils en ont conscience. Donc ils vont nous mener soit à une totale faillite, auquel cas il faut, comme en 1929, des brouettes de billets pour acheter ne serait-ce que du pain. Donc l'alimentation va devenir un produit de luxe. L'habitation, ça va être hors de prix, les gens vont se retrouver à la rue, délogés. Ça va entraîner des guerres. Parce que là, on n'est pas dans les mouvements de l'époque où les gens étaient civilisés. On a importé des sauvages sur notre territoire. Donc quand la faim va se faire pressante, ils n'hésiteront pas une seule seconde à aller piller chez vous. Ceux qui se pensent protégés parce qu'ils ont fait derrière des courses et ils ont une petite réserve. Que se passera-t-il? La loi martiale? Où allons-nous? Des bons pour pouvoir consommer comme en temps de guerre? Et tout est en place. Les infrastructures, ils ont moyen de tout organiser. Ils ont réussi à conditionner les gens sur une crise pandémique. Ils pourront conditionner les gens et les forcer à être chez eux en cas d'insécurité, liée à des problèmes d'alimentation, de crise financière et tout ce qui s'ensuit. Une immense crise financière menace. À moins d'agir vite, elle frappera, probablement au cours de l'été 2023. Et si par procrastination générale, elle est reportée, elle n'en sera plus tard que plus sévère. Nous avons encore tout pour la dominer vraiment, à condition de comprendre que c'est tout notre modèle de développement qui est en cause. Et là, aujourd'hui, on a une réponse de la Fed, on est en attente de savoir ce qui va être décidé. Entre hier et aujourd'hui, ils ont une réunion. Une inflation tenace, que fera la Fed ? Et comment réagira la bourse? Outre ces statistiques, l'attention des investisseurs se focalisera sur la réunion du comité de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine qui commence mardi et aboutira à un communiqué et une conférence de presse mercredi. Je cite: « Si aucune baisse des taux n'est à attendre, ce sont bien évidemment les commentaires de Jérôme Powell qui seront scrutés comme le fait sur le feu. » Commente John Plassard, spécialiste en investissement pour Mirabeau. Au début de l'année, les marchés attendaient jusqu'à 6 baisses des taux directeurs de la Fed en 2024, à partir de mars. Mais ils ont largement revu ces prévisions et n'attendent plus que 1 ou 2 abaissements des taux directeurs et pas avant septembre. Alors que l'inflation reste plus tenace que prévu, les économistes se demandent si ces baisses ne seront pas retardées, voire complètement annulées, souligne John Plassard. Sur le plan microéconomique, les investisseurs vont digérer la nouvelle salve de résultats publiés par les entreprises. Et en France, notamment en Bretagne, qui jusque-là était un peu épargnée, on a des faillites d'entreprises qui se multiplient. Je regardais un article l'autre jour, plus 34% en 2023 par rapport à 2022. En faillite, hein. Des micro-entreprises pour la plupart. Des gens qui sont à sec. Ils sont déjà plumés et goudronnés. Et ils doivent encore de l'argent à la banque.
plus tous les crédits qui ont été organisés, les repoussements ou les pauses de mensualité qui ont été mises en place par l'État pendant la crise. Là, actuellement, il me semble, on est à 100, quasiment 105, voire 110% d'endettement par rapport au PIB. Mais le PIB, si les entreprises continuent à faire faillite, il va diminuer. Notre production intérieure va être allégée. La dette va augmenter. L'écart va se faire plus important. Et on pourrait passer à 120, 125, ce qui diminuera la note de solvabilité de la France. On était en double A, on est passé en double A-, et là, qu'est-ce que ça va donner pour la suite? Donc on aura moins de prêts, on pourra obtenir moins de financement, ils vont devoir faire des coupes drastiques. C'est pour ça que le président, à un moment, a dit c'est la guerre et c'est fini l'abondance. Mais les gens ont répondu, mais on n'est pas en abondance, on est déjà en galère, au milieu du mois, on est là, on est tiré à la ceinture pour manger. Des fois, on doit s'orienter sur des produits de moins bonne qualité. Et là, vous nous dites qu'on est dans l'abondance, ça va être quoi alors? Et là, on comprend. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés car ces choses arrivent. Il y aura de la famine, il y aura des tremblements de terre. Tout arrive. Alors après, à nous de garder espoir quand même. Je ne veux pas vous détruire le moral et il faut quand même s'en remettre au destin aussi. Il faut avancer quoi qu'il arrive. Mais nous devons être prêts. Pas être dans un statut de choc sidéré où on n'arrive plus à se mouvoir. La personne qui n'est plus en action devient de ce côté mortifère. Il faut savoir aller de l'avant et anticiper. Donc les petites réserves, c'est intéressant. Derrière, voir aussi créer des liens de solidarité, renouer avec sa famille, c'est très important. Déjà, on va dire, c'est les premiers éléments pour résister à la crise et s'organiser face aux sauvages sur notre territoire. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à faire un tour sur Odyssée où je suis plus libre et il y a plus de contenu. Derrière, vous avez un documentaire que j'ai fait sur la traite de l'esclavage par les Juifs. Il va y avoir un deuxième épisode sur ça. Vous avez également des contenus sur les mouvements islamistes. Vous avez des analyses qui vont arriver sur l'économie et aussi sur ce Mein Kampf que je condamnerai après. Et bien d'autres surprises. N'hésitez pas, comme je vous le disais, à soutenir, like, commentaire, partage, abonnement. J'ai réécouté aussi mes anciennes vidéos, pour certaines de très haute qualité, pour d'autres où j'avais un problème de répétition des mots. Je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est de là. J'avais trouvé ça en plus. Je me questionnais d'ailleurs si je n'avais pas... C'est un trouble du langage. On répète 2 fois, 3 fois la même chose. Je voulais d'ailleurs vous inviter, si vous avez un peu de temps, à écouter ces contenus de 2020-2021, en plus de ceux qui sont récents, et me dire si vous avez décelé des petits problèmes lorsque je m'exprime, de la redondance, ou encore, je sais pas, le rythme qui est apporté. Parce que moi, je me questionnais quand même. Et en repassant ces contenus, je crois que ça s'appelle... Alors attendez, je l'avais noté en plus. Je vais juste vous dire comme ça, si vous avez, vous connaissez quelqu'un qui l'a. C'est la palilalie, je crois, un truc comme ça. Ouais, c'est la palilalie. Trouble de parole répétition involontaire d'un ou plusieurs mots. À l'époque, j'avais les tics de langage, avec les donc, etc., qui revenaient même récemment. Après, on a tous comme ça un travail à faire sur nous-mêmes. Mais si vous avez décelé ces choses, souvent de l'extérieur, on est plus efficace pour apporter un point de vue et avoir une sensibilité différente sur la façon de s'exprimer. Ou bien c'est moi qui me focus trop sur le côté perfectionniste et auquel cas j'analyse dans les détails, peut-être bien trop même encore, pour tenter de faire quelque chose qui serait fluide et parfait. Alors on est des êtres humains, on est imparfait et on a toujours évolué. Mais n'hésitez pas à me faire un retour hein, si vous le pouvez et que vous êtes intéressé par ça. Parce que je me questionnais quand même sur le côté de la palilalie, de ce trouble de langage. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. La vérité est notre avenir, les valeurs sont ancrées et la victoire est assurée. Bye.